Et bonjour les amis, bonjour dans l'After Lutèce, la seule émission qui dit tôt ce que tous les lutétiens pensent tout bas dans leur petite tête. Et oui, je termine cette revue des effectifs du deuxième tiers de la saison par l'analyse individuelle de ce que vous avez réalisé sur les terrains, bande de petits coquins. Et je peux dire qu'il y a des choses à dire. Donc attendez-vous à une vidéo très longue, aussi longue que mon poisson chat. Sans tergiverser et sans trop de blabla, on va rentrer dans le détail. On va faire une analyse peut-être, alors des coachs bien sûr, mais on va les classer par roster. Ça va être plus simple pour moi et pour vous de vous retrouver parce que comme ça vous savez quel roster vous jouez normalement. Hein, sauf certains petits coquins qui jouent Renégat du Chaos, ils se reconnaîtront. Et notamment, je pense à deux coachs. Et c'est parti, on y va. On commence par les elfes noirs. À tout de suite, tout de suite. Et donc les elfes noirs, les premiers à venir sur le, sur le palier, c'est les Batcave de Alchemy Ankh-Morpork, la doublette qui jouera probablement Vampire l'année prochaine, si je ne me trompe pas dans leur affinité sanguinaire. Très belle équipe, on verra ça, mais magnifiquement développée. L'équipe avec notamment des 4 blitzers très compés déjà et 2 Fury parfaitement compés aussi. Même les 3 quarts sont bien compés. Et c'est là que c'est une équipe qui crée le paradoxe parce que la saison est très moyenne. Très moyenne. Ils font 10 points seulement à l'issue de la 10e journée. Moi, je leur pronostiquais 8. Donc, vous voyez, j'étais pas très loin, même si je pronostiquais moins que ce qu'ils ont fait. Ils finissent donc à une 42e place avec une si belle équipe. 42e place, c'est vraiment très bas. Ok, ils prennent 7 points par rapport à la fin de la J5, mais bon, la saison est gâchée. Elle est gâchée. Là, ils ont 16 points à l'issue de la 13e journée. Alors, merci à Scarabée pour ce petit tableau de statistiques, pour ce petit tableau qui nous montre l'évolution des coachs tout au long de la saison. Tenez pas compte de la 14e journée. Là, c'est comme les matchs n'ont pas encore été enregistrés, c'est le positionnement presque pareil que lors de la J13 pour chacun des coachs. Donc, ils finissent encore une fois à la 42e place et vous voyez que ça stagne parce que ils ont une fin de saison très moyenne. Ils gagnent un match, alors étonnamment un match contre des challengers, des outsiders en puissance, Un et Funny Valentine, ils le gagnent. Et ils gagnent un joli match contre Scarabée aussi, mais ils perdent par exemple contre Magus du Lac. Et la suite de la compétition, si vous regardez ce qui arrive, à mon avis, ça va vraiment stagner, voire descendre encore plus. Donc pour eux, la Chocolate, c'est sûr. Ils seront naturellement pas en playoff, ni en barrage. Ce sera direction Chocolate. Par contre, avec une si belle équipe, hein, encore une fois, je répète, magnifique composition d'équipe Elfe Noire, ça peut aller très loin. Donc attention à eux en Chocolate. On passe à Delphonix maintenant. Delphonix fait 10 points aussi. Il fait 10 points à l'issue de la 10e journée. Et pareil, moi je lui pronostiquais 8 points. C'est pareil, c'est très moyen. Il finit à une 43e place. Il gagne 7 places par rapport à la J5. Donc ça se voit qu'il progresse un petit peu sur le deuxième tiers de la saison. Le problème, c'est qu'il s'effondre derrière sur le troisième tiers. Il fait 2 victoires, 1 nul et 2 défaites sur le deuxième tiers de la saison. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Il a 11 points seulement à l'issue de la 13e journée. Donc vous voyez que le troisième tiers est très dur. Il a un match nul ici contre le PEG. Et ensuite, c'est des défaites, des petites défaites, mais des défaites quand même. Moi, je visualise 13 points à la fin de la 15e journée. Donc, ce sera forcément la chocolate naturellement pour Delphonix. C'est une saison compliquée pour lui. C'est une saison où il apprend à jouer à la lutétienne, une saison dans le dur. Donc, faut qu'il gagne de l'expérience pour essayer de briller en chocolate. Le problème, c'est que l'effectif est bien moins compé que celui de Alchemy Ankh-Morpork. Il fait quand même 4e pire sorteur avec seulement 10 sorties de réalisées. Il est l'elfe noir le plus blessé dans la saison, alors à égalité avec Melfios, mais quand même 24 blessures déjà de subies. Et il est le 3e pire public pour l'instant de la saison, avec seulement 3000 supporters en moyenne par match. Pareil, c'est pas le seul, mais il est quand même à la 3e plus mauvaise place du podium. Donc ça, de toute façon, ce sera la chocolate, mais avec un effectif pareil, je le vois mal briller en chocolate, malheureusement pour lui.
Je parlais également de Melfios, et Melfios c'est pareil, c'est un peu comme Delphonix, l'équipe très très peu évolué. Alors il a des joueurs blessés, mais vous voyez que l'équipe est quand même très peu évoluée. Melfios c'est encore pire, lui il finit la 10e journée à 9 points. Vous voyez l'évolution, comment on peut appeler ça, le tableau de classement tout au long de la saison régulière. Il finit à 9 points. Moi, je lui pronostiquais 12 points. Donc, je le voyais bien mieux que ça. Il finit seulement à la 47e place. Il perd une place même par rapport à la J5. Donc, c'est vraiment une stagnation. Il fait une victoire, 2 nuls et 2 défaites sur le deuxième tiers. Donc il perd une place par rapport à son début de saison. Là, à l'issue de la J13, il est 50e, il a gagné que 3 points, il est 11 points. La fin de saison va être compliquée, honnêtement, elle va être compliquée. Il joue Alaric et le PEG. S'il prend, moi je sens une défaite et peut-être un nul contre Alaric, s'il prend un point en plus, ce sera grand max. Je le vois pas mieux que 12 points vu son effectif. Encore une fois, c'est l'elfe noir le plus blessé de la saison avec 24 sorties, comme Delphonix. Donc moi, je le vois mal parfait, même en chocolate. C'est clairement une nouvelle saison ratée pour Melfios. Reste à voir quel roster il voudra jouer l'année prochaine. Est-ce que ce sera également Vampire ou pas? On verra. Mais en tout cas, là, les elfes noirs, ça lui a pas réussi du tout sur cette saison. Alors, Morrigan, ou maintenant l'équipe de Morrigan qui a été reprise par Monsieur Audin, mais en tout cas sur le deuxième tiers, c'était toujours Morrigan qui jouait. Belle petite équipe, mais pareil, très peu évolué. Morrigan, il finit à 8 points le deuxième tiers de la saison. 8 points, moi je lui pronostiquais 12 carrément. J'y étais pas du tout, ça fait un gros écart de 4 points. Il finit à la 49e place, vous imaginez, il était 34e, donc il perd carrément 15 places au podium par rapport à son début de saison. Il était presque playoffable en J4, J5, et puis après ça n'a fait que baisser. Sur le deuxième tiers de la saison, il fait seulement 2 nuls et 3 défaites. Il fait aucune victoire sur le deuxième tiers de la saison, donc forcément ça ne peut que mal aller pour lui. Surtout le troisième tiers est très mauvais aussi. Alors à part cette victoire inattendue, inespérée, 3-0 contre Uxgul, derrière ça s'effondre. Alors forcément... Morrigan, la sorcière des marais, s'en est allé sous d'autres cieux maintenant. Il est parti à la campagne voir les vaches. Il voulait plus être à la capitale. Donc il y a eu malheureusement un abandon en J12 qui a fait le bonheur de Akhtar. Et après, bah forcément, alors lui, Audin a repris l'équipe et Audin, bah, c'est pareil. On apprend les lois de la Lutèce dans le très dur. Donc ça va être compliqué pour le reste de la saison. Là, l'équipe a 11 points. Franchement, si sur le dernier match, il arrive à faire un match nul, Audin, ce sera grand max. 12 points, c'est le max que je peux lui donner. L'avantage, c'est que c'est l'équipe, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de blessés. C'est l'équipe la plus résistante, Elfe Noir la plus résistante. Seulement 12 blessures de subies par l'équipe Elfe Noir de Audin maintenant. Donc, espérons pour lui que ça continue comme ça. Quoi qu'il en soit, ce sera la chocolate. Et en chocolate, ça ne va pas aller très loin. Vous voyez, ça compte sur une Fury bien compée. Et le reste, il n'y a vraiment pas grand-chose du tout. Hein. Donc, mis à part cette Fury, l'équipe, elle n'a pas du répondant pour être efficace en chocolate. On passe maintenant à Unifony Valentine, la seule équipe Elfe Noir qui performe comme il faut, la seule qui est playoffable et qui fera les playoffs évidemment. Ouais, c'est une très belle équipe. Alors pareil, elle n'est pas énormément évoluée, mais vous voyez qu'il y a déjà plus de compétences sur les joueurs essentiels. Et surtout, rappelez-vous, c'est les seuls qui sont partis sans relance. Ils sont partis sans relance et ils étaient pendant longtemps invaincus. Donc bravo à eux déjà. Le deuxième tiers est maîtrisé. Ils finissent la J10 à 28 points. Moi, je leur donnais seulement 22 points parce que je me disais, c'est pas possible. À un moment, ça va craquer. Bah, pas du tout. Bravo à eux. Ils finissent à une deuxième place. Donc, par rapport au début de saison, ils gagnent carrément 3 places au podium. Donc, vous voyez que ça performe magnifiquement. Ils font carrément... Les gars, ils font 5 victoires sur le deuxième tiers. Il n'y a rien à dire. C'est 5 belles victoires. Le carton plein, ils sont playoffables, ils seront certainement dans le top 8.
Il n'en reste pas moins qu'il y a eu un petit drame ici en 11e journée. Le T3 est abordé de manière assez moyenne. Ils ont quand même deux défaites déjà et un nul sur le troisième tiers de la saison. Donc le Money Time, là, ça commence à être chaud pour eux, hein. Ils perdent contre Akhtar, ils perdent étonnamment contre Alchemy Workpark. Ils font que match nul contre Sobek. Donc est-ce qu'ils réussiront à rester dans le top 8 ? Honnêtement, oui, il y a des chances parce que vous voyez le reste de la compétition, là, ils vont quand même prendre des points, que ce soit contre Baba Yara, que ce soit contre Ma Big Burger. Donc ça devrait le faire, mais attention au dérapage quand même, Unefoni Valentine. Ils ont aujourd'hui 29 points. Moi, je leur pronostiquais 34 points, moi, à l'issue de la 15e journée. Bon, ça va être compliqué de les faire, hein, mais peut-être qu'ils vont faire carton plein sur les 2 derniers matchs. Peut-être qu'ils les feront. Ça va être compliqué, on verra. Quoi qu'il en soit, c'est évidemment les elfes noirs les plus prolifiques. 18 touchdowns marqués. Ça fait 7 de plus que n'importe quel autre coach elfe noir qui serait deuxième. 7 touchdowns de plus que les autres elfes noirs, en fait. Et surtout, pareil, l'équipe... elle a l'air de rien comme ça, mais c'est l'équipe la plus expérimentée chez les elfes noirs. Vous voyez, quand même, elle est quand même très bien évoluée. Le problème, c'est qu'ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs compés, hein. Si on regarde bien, ils ont perdu une Fury et un Blitzer bien compé. Surtout la Fury, ça fait très 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 mal. Mais sur la saison, c'était quand même l'équipe elfe noire la mieux compée avec 121 points d'expérience. Bon, là, ils sont qu'à 101. Vous voyez, ils ont quand même perdu pas mal à cause de cette Fury, qui est partie à la retraite. On va voir en playoff. Alors, ils sont en playoff, ils sont dans le top 8. Est-ce qu'en playoff, ils arriveront à faire quelque chose de sérieux ? On ne sait pas. Franchement, s'ils n'avaient pas perdu cette Fury hyper complet, je leur ai dit ça va aller très loin. Là, ça risque d'être un petit peu problématique. Quoi qu'il en soit, la saison est déjà réussie de toute manière pour Unefoni Valentine. Enfin, on termine les elfes noirs par Seeds. Seeds, pareil, une équipe assez bien évoluée. Vous voyez, elle compte surtout sur Alden, le Blitzer Star, un des joueurs les plus expérimentés du championnat, un des meilleurs starters du championnat, gros joueur. Mais voilà, les adversaires, il faut qu'ils s'en débarrassent. Par contre, Seeds me déçoit un peu. C'est une de mes petites déceptions de la saison. L'année dernière, il était aux portes des playoffs. Cette année, il est beaucoup plus bas si on regarde l'évolution. Vous voyez qu'il termine la J10 à la 35e place seulement. Il fait 13 points à peine en J10. Moi, je lui prévoyais moins de toute manière. Je lui prévoyais que 9 points. Il finit quand même à 13. Donc, bravo à lui. 35e place, ça lui fait 2 places de mieux que sur le début de saison. Voilà, il stagne. Il fait quand même 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. C'est pas si mal en vérité, c'est pas si mal, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite, mais malheureusement ça ne fait que stagner sur le deuxième tiers de la saison. Et sur le troisième tiers, vous voyez, ça se passe pas très bien. Il fait 2 nuls et même carrément une défaite surprise étonnante contre l'équipe de SSB qui est en roue libre, hein. Vous savez très bien que SSB ne joue plus. L'équipe est mercénarisée, elle est totalement en roue libre. Alors je sais pas qui l'a mercénarisé là, mais il a gagné contre Seeds. Donc Seeds, t'es le premier qui perd contre cette équipe de mercenaires. En total roue libre, comme le PSG hier contre Barcelone. Oui, parce que je filme cette vidéo le jeudi matin. Donc, très compliqué cette fin de saison pour Seeds. Moi, je le voyais faire 20 points d'ici la fin de la saison. Ça va être très dur. Ça va être très dur vu les équipes qui restent. Il finit à 15 points, donc à la J13, il est à 15 points. Vous voyez que ça baisse, ça ne fait que baisser au niveau du classement, donc ce sera forcément la chocolate. L'avantage de l'équipe, c'est encore une fois, c'est qu'elle est bien compée grâce à une superstar. C'est l'équipe Elfe Noir qui a fait le plus de sorties, 18 sorties de réalisées déjà, donc c'est l'Elfe Noir le plus violent. Il fait quand même 2 sorties publiques aussi, donc les Furies sont assez efficaces. Mais bon, ça se termine très mal. Il aurait pu espérer atteindre les barrages, mais cette fin de saison est catastrophique pour lui. Donc, ce sera la chocolate, malheureusement. Après, en chocolate, advienne que pourra. Mais attention, gros outsider quand même. Gros outsider avec cet effectif bien compé. Allez, on passe aux orques. Et les orques, le premier, dans l'ordre alphabétique, c'est la blatte malodorante, avec ses kozarks, les skunkas.
Écoutez, si je regarde la compo de l'équipe, elle est très bien, très très bien évoluée. Mais la difficulté, c'est que même avec une équipe si bien compée, franchement bravo, eh bien l'équipe perfe pas. Donc il y a un problème quelque part. Hein. Il y a un problème quelque part, je dirais pas où, mais il y a un problème quelque part. Si, c'est au niveau du style de jeu, c'est au niveau de la tactical play, c'est pas possible avec une équipe comme ça de pas parfait. Si on regarde bien le classement, c'est assez dramatique. Il finit à 10 points seulement à la 10e journée. Je lui en pronostiquais que 6. Donc il fait quand même bien mieux que ce que je prévoyais à l'issue du deuxième tiers de la saison. Il finit quand même à une 45e place. Il gagne 12 places parce que bon voilà, sur le deuxième tiers, il est malgré tout invaincu. Si on regarde ses matchs joués, il fait une belle victoire là en J5 contre Bozo. Et puis après, c'est 4 matchs nuls et une petite victoire contre Yeti. Yeti qui perd contre tout le monde, mais une petite victoire contre Yeti. Et après, c'est que des matchs nuls. Bon, au moins, il perd pas. Ça, c'est vrai. Au moins, il perd pas. Sa première défaite, elle arrive ici à la 11e journée contre les Invincibles, Nick Appel le propre. Et après, quand même, il a 2 victoires sur le troisième tiers. Bon, un abandon, malheureusement. Mais après, aussi une belle victoire étonnante contre Kossus. Kossus, pareil, qui se fait marcher dessus par tout le monde sur cette fin de saison. Donc, belle petite progression. Il est à 16 points maintenant à l'issue de la 13e journée. Vous voyez que ça a un peu augmenté. Il est maintenant 39e. Mais bon, moi, je lui pronostiquais que 13 points. Et donc, je me suis de toute manière trompé. Je ne pensais pas qu'il allait si bien finir la saison. Bon, la victoire étonnante quand même contre Kossus. Et puis surtout, l'abandon dont il bénéficie l'aide quand même pas mal. Après, il lui reste, regardez ça, il lui reste Magus Dulac et Bud Milka, des mecs qui jouent pour le top 8. Donc, à mon avis, ici, ça va être très chaud pour ses fesses à la blatte, pour essayer de faire quoi que ce soit. Donc, bon, quoi qu'il en soit, c'est une saison ratée. Pour une première saison pour la Blatte, c'est une saison ratée à la Lutèce. Pareil, ça apprend à la dure. Même s'il y a une belle équipe, ça apprend à la dure. Il est dans les stats, on peut dire qu'il est le deuxième joueur le plus solide sur le deuxième tiers de la saison, avec seulement 6 blessures subies. Sinon, j'ai rien à dire au niveau des stats. Il se démarque pas par quoi que ce soit. Par contre, s'il va en chocolate, s'il décide de faire la chocolate, il peut faire énormément de dégâts parce que, encore une fois, l'équipe, c'est hallucinant comment il a bien fait évoluer l'équipe. Donc, attention à lui. Il peut faire vraiment beaucoup de dommages. Est-ce qu'il ira loin? Ça dépend de sa science de jeu. Est-ce que vraiment il va pas trop grider? Est-ce qu'il va jouer sérieusement ou pas? Mais en tout cas, l'équipe, voilà, encore une fois, l'équipe peut faire énormément de dégâts à ses adversaires. Ah, maintenant, on passe à un coach qui commence à faire ses preuves et qui nous étonne tous, c'est Galadjin naturellement. Vous voyez que l'équipe est quand même moins campée et moins évoluée que celle de la Blatte. Et malgré tout, il fait une saison de folie. Il finit la 10e journée à 24 points. Vous voyez, il est playoffable quasiment tout le long de la saison. Il est dans le top 8 depuis la 4e journée. Incroyable perf. Moi, je lui donnais 23 points à l'issue de la 10e journée. Donc, j'étais quasiment bon. Il finit à une 4e place. Il gagne 4 places par rapport à la 5e journée. Il fait 4 victoires et seulement une petite défaite sur le deuxième tiers. Hein. Vous voyez bien ici il gagne contre Imperator notamment. Il gagne contre Yeti, il gagne contre Scarabée. Il perd étonnamment contre EDLR, l'autre rookie qui étonne quand même. Non, il fait un super deuxième tiers de la saison. Et même le troisième tiers, ça se passe plutôt pas mal pour lui. Il gagne contre Manu. Magnifique match orc contre orc où il a maîtrisé, alors que normalement ça devrait faire un partout. Il a maîtrisé son adversaire. Il perd contre un énorme vétéran. On va dire que c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Et par contre, il met la misère ensuite à Martoni et l'UX. Il les élimine carrément de la course au playoff avec un 3-1 en 13e journée. Incroyable perf de Galadjin. Bravo, chapeau pour la saison. Déjà c'est une saison plus que réussie, plus que pleine pour Galadjin. Regardez-moi cette évolution, c'est incroyable. Il est quand même 3e meilleure défense de la saison avec 6 touchdowns seulement d'encaissés. 6 touchdowns d'encaissés, les gars. Il est 2e le plus résistant de la saison. 11 blessures subies seulement. Il est 4e aussi au prix du meilleur chasseur avec 585 000 points de joueurs adverses chassés. Non, il est en course dans toutes les stats, au niveau de la bagarre évidemment.
Il est à 30 points déjà à l'issue de la 13e journée. Il peut faire 33 points sans problème. Moi, je lui pronostiquais 33 points. Il va probablement gagner ici contre Delphonix. Il peut perdre contre Kral JC. Il peut se le permettre. Et Kral JC, eux, ils doivent gagner. Donc là, Galadjin, tout ce qu'il pensera à faire, c'est maîtriser, faire un nul. Ça lui suffira largement. Il peut se permettre de perdre. Donc voilà, 33 points, c'est bon. Et puis après advienne que pourra en play-off. Il est dans le top 8. Donc voilà, saison plus que réussie. Attention, la petite faiblesse, c'est le troll entraîné non compé. La petite faiblesse est là, c'est tout. Mais sinon, saison parfaite pour Galadjin. Ah, Mamet, deuxième saison à la Lutèce, et visiblement les orques, ça lui va beaucoup mieux que les humains. Belle équipe aussi, hein. Ça commence à bien évoluer avec notamment Vegeta, le prince des saillants, Shattenktak, Frenzy Guard. Il est à 21 sorties aujourd'hui. C'est le bachelor pour l'instant, individuel bien sûr, au niveau des coachs, des joueurs, le bachelor de la saison pour l'instant. Il compte sur son joueur pour faire des dégâts et pour gagner le prix du Bachelor. Parce que pour le reste, évidemment, avec une équipe comme ça et avec seulement une deuxième saison à la Lutèce, c'est pas top. Il fait 8 points seulement. Vous voyez l'évolution. Il fait que 8 points à l'issue de la 10e journée. Moi, je lui pronostiquais même moins 6 points. Donc, vous voyez qu'il fait un petit peu mieux. Il finit à une 53e place, donc il perd quand même 4 places par rapport à son début de saison. Vous voyez que ça n'a fait que baisser, ça remonte un tout petit peu en fin de saison, mais ça n'a fait que baisser tout au long de la saison. Il fait une victoire seulement sur le deuxième tiers, un nul et 3 défaites, donc c'est pas joyeux en réalité pour lui. Là, il a déjà joué 14 matchs. À l'issue de la 13e journée, il était à 11 points. Il finira à 12 points parce que le dernier match contre Seeds, à mon avis, c'est une défaite parce que Seeds se bat encore et toujours pour espérer d'être en barrage et accrocher le barrage, même si, à mon avis, c'est déjà fini pour Seeds. Donc, voilà, ça finira en roue libre pour Mamet. Tout ce qui compte, c'est effectivement finir Bachelor. Il est quand même à 16 sorties sur le deuxième tiers de la saison. 16 sorties sur le deuxième tiers de la saison. Et il est également dans les plus résistants de la saison, comme Galadjin. 11 blessures seulement de subies par Mamet sur le deuxième tiers de la saison. Même si, contre Courchevel, il s'est fait quand même démonter. Ici, il s'est fait un petit peu démonter son équipe. Donc, je ne suis pas sûr qu'il finisse dans les plus résistants de la saison. Quoi qu'il en soit, l'équipe est belle. On verra s'il arrive à la maîtriser pour la Chocolate, mais il va faire du dégât, il va casser du jeu. C'est vraiment l'équipe contre qui les autres adversaires de la Chocolate ne voudront pas tomber. En tout cas, ça va être très alambiqué le choix, très ambigu, parce que d'un côté, on se dit que Mohamed, bon voilà, on peut espérer de le battre, mais de l'autre côté, si on le bat, ce sera une victoire à la Pyrrhus, parce qu'on va se faire dégommer l'équipe. Donc voilà, il y a un choix à faire. Donc ceux qui tomberont dessus, ils vont avoir un peu les fesses qui serrent un petit peu. Hein. Ah, Manu maintenant. Manu, vous voyez, l'équipe est bien moins évoluée que celle de la Blatte ou que celle de Mamet. Il a un joli blitzer ici, mais sinon le reste, il n'y a pas grand-chose hein, en réalité. Malgré tout, Manu fait un deuxième tiers de la saison, mais de folie. Il finit à 14 points quand même. Moi, je lui pronostiquais 13, donc je me disais bien qu'il allait faire quand même un beau parcours sur le deuxième tiers, parce que sur le premier tiers, vous voyez que c'était catastrophique. Et après, il se rattrape très bien. Il fait 3 victoires, 1 nul et seulement une petite défaite. Il finit 29e du classement, donc presque au play-off, presque à la porte des play-offs, des barrages en tout cas. Il gagne 17 points par rapport à la J5. Il était 44e, il était au fond du trou et il remonte à la 29e place. Donc bravo à lui, bravo, chapeau. C'est dommage qu'il n'a pas perfait derrière, qu'il a pas suivi son élan. L'équipe n'a pas suivi son élan. Ça baisse sur le troisième tiers, malheureusement, avec notamment cette défaite inattendue ici contre Galadjin. Heureusement, il se rattrape contre Pedro et la Reine. Là, beau match contre des vétérans de la Lutèce. Et après, pareil, contre Aredel et Eddy, il arrive à tenir un nul contre les Scavens. Bravo à lui. La difficulté, c'est sa fin de saison. Regardez le Duck qui se bat pour les playoffs aussi. Et Martoni et Luix qui ont toujours l'espoir d'accrocher les barrages aussi. Donc,
Ça risque d'être très compliqué pour Manu. Là, à l'issue de la 13e journée, il est à 18 points. 18 points, pour être sûr d'être en barrage, il faudrait qu'il gagne ces 2 matchs, avoir 24 points. Moi, je pense que c'est pas faisable. Honnêtement, c'est pas faisable. Moi, je lui pronostiquais 16 points. Donc je suis déjà hors des clous. Je ne pensais pas qu'il allait si bien parfait sur le troisième tiers. Mais honnêtement, avec cette fin de saison qui arrive, moi je pense que l'équipe, elle finira en chocolate. Et après, en chocolate, elle est prenable. Le troll n'est pas du tout campé. Il n'y a qu'une seule compétence sur les Big 1. Il n'y a qu'un seul blocage. Elle est largement prenable. Si on arrive à gérer ces blitzers, elle est largement prenable, son équipe. Donc, je ne pense pas que Manu aille loin avec cette équipe-là en chocolate, malheureusement pour lui. Allez, il y était pas loin, mais il s'est malheureusement effondré. En tout cas, il n'a pas suivi son élan du deuxième tiers. Il s'est un petit peu effondré sur le troisième tiers, et surtout les matchs qui arrivent risquent d'être très compliqués pour lui. Ah, Wallard maintenant. Wallard, c'est une saison dans le dur aussi. Wallard est belle petite équipe, même si vous voyez, c'est pas par rapport à celle de la Blade, de Galagine ou de Mohamed, c'est vraiment pas jouasse. Heureusement qu'il a quand même de l'argent en réserve, parce que l'équipe est quand même un petit peu cassée. Wallard, il est dans le dur. Honnêtement, il est dans le dur. Regardez cette frise. Il était playoffable. Il était playoffable pendant longtemps, et ça s'effondre sur le deuxième tiers, malheureusement. Il finit la 10e journée à 13 points. C'est exactement ce que je lui donnais. Enfin, un prono exact, pile poil de Duda. Je lui donnais 13 points. Il a 13 points. Il finit à la 37e place. Ça fait 16 points de perdu par rapport à la J5. 16 places, pardonnez-moi, de perdu. Il était 21e. Il était playoffable à l'issue du premier tiers de la saison. Il finit à la 37e place. Et après, ça ne fait que baisser, malheureusement. Malheureusement, c'est un drame, et le drame continue avec le troisième tiers. 1, 2, 3 défaites pour Wallard. Voilà, il a plus gagné depuis la J10 contre Alchemy en Morpork. Après, c'est que 3 défaites en 3 matchs sur le troisième tiers. Franchement, c'est pas jouable pour lui. Il fait sur le deuxième tiers, il fait un nul, une victoire, un nul et 3 défaites. Donc vraiment, vous voyez, ça ne fait que baisser. Il est dans le dur. Voilà, il rentre dans le rang, malheureusement. C'est comme ça. Souvent, les rookies rentrent dans le rang après un beau démarrage. Ils rentrent dans le rang. Et donc Wallard fait cette expérience-là, malheureusement pour lui. Donc ça sent la chocolate. Le problème, c'est que c'est l'orque. Vous voyez, le moins complet, le moins évolué. Il fait que 12 sorties sur la saison en 10 matchs. En 10 matchs, je parle bien des stats sur 10 matchs. Il fait que 12 sorties en orque. C'est largement insuffisant pour lui permettre d'avoir une belle équipe et pour lui permettre de briller en chocolate. Donc à mon avis, il sera un des adversaires sur qui les autres joueurs voudront tomber en chocolate, parce que l'équipe, elle n'a pas grand-chose pour elle, honnêtement. Elle n'a pas grand-chose pour elle, malheureusement pour Wallard. Et enfin, Yogsgull, le coach orc victime, celui qui va nous quitter à la fin de la saison, qui va retourner dans ces terres lointaines, campagnardes aussi. Pareil, c'est un peu comme Wallard, une équipe très peu évoluée et surtout très cassée. On verra ça tout de suite, mais elle a été très 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 abîmé par les adversaires. Yogsgull, il est comme ça, il offre aux adversaires, il est comme ça lui. Après, il s'en sort quand même mieux que Wallard, mais vous voyez, il est sur la même pente descendante, même s'il a tenu plus longtemps que Wallard, il a fait illusion plus longtemps, et il finit quand même à 16 points à l'issue de la 10e journée. Moi, je lui donnais que 13 points, donc il fait mieux que le pronostic. Il finit à une 20e place quand même. Donc, vous voyez, il a fait illusion longtemps. Il finit à une 20e place à la J10. Il était playoffable à l'issue du deuxième tiers de la saison. Il gagne 3 places carrément par rapport au premier tiers de la saison. Donc, il essayait. Il a fait un deuxième tiers moyen. Il a fait 2 victoires, un nul, 2 défaites. Des beaux matchs quand même. Mais voilà, derrière, ça s'effondre. Ça s'effondre derrière. Il perd notamment ce match étonnant contre l'équipe de Morrigan 3-0. Derrière, il perd carrément en J12 contre Courchevel, contre le Gob, il perd. Et ensuite, il perd aussi contre Seboutuno. Bon, celle-là, on s'y attendait quand même. 3 défaites quand même sur le troisième tiers. L'équipe s'effondre totalement. Voilà, tout simplement, vous voyez l'évolution. Ça ne fait que baisser. Là, il est déjà 40e à l'issue de la 13e journée. Et les matchs qui lui restent à jouer, ça va pas être simple.
à part effectivement le dernier match, où ça peut être le match de gala, son match d'adieu à la Lutèce. Et là, il peut dégommer l'équipe de Johnny, mais Kral et JC, ça va être compliqué pour lui. Là, il est toujours à 16 points. Moi, je lui pronostiquais 21 points à l'issue de la 15e journée. Ça le fera pas. Honnêtement, ça le fera pas. Regardez-moi ce nombre de joueurs décédés. C'est incroyable. Incroyable de se faire dégommer comme ça en orc. Il est la deuxième proie la plus facile dans la compétition du meilleur chasseur. 625 000 points de joueurs éliminés. Là-dedans, il y a 625 000 points de joueurs. Plus d'une demi-équipe orc d'éliminés en 13 journées. C'est la cata. C'est la cata. Donc l'équipe, évidemment, elle a pas de quoi lutter, à part un blitzer, tacle, arracher la balle, châtaigne. Il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Si l'adversaire arrive à contrôler le blitzer star, derrière, il n'y a rien dans l'équipe pour lutter. Donc, même la Chocolate, ça va être très dur pour Uxgul, et ça va être une des équipes contre qui on voudra tomber. Hein. Uxgul, je suis désolé pour toi, mais ça fera partie des victimes de la Chocolate, c'est sûr. On passe au Skaven et on commence avec les Flying Rubinials de Aradel et Eddie. Alors, que voulez-vous que je vous dise de l'équipe d'Aradel et Eddie? Pareil, Eddie, un autre coach qui fait la tournée des Grands Ducs pour sa saison d'au revoir à la Lutèce. Il va aller dans le Grand Sud, il va se les dorer au soleil, hein, lui qui adore les boules de pétanque, hein, je parle bien des boules de pétanque. L'équipe est pas top, hein. Honnêtement, l'équipe est pas top, et la saison est pas géniale non plus. Et finissent que à la dixième journée que à 13 points, c'est exactement le nombre de points que je leur donnais. 13 points, et vous voyez 33e place au classement. C'est pas jouable ça pour des Skaven, c'est les Skaven qui sont le plus dans le dur sur cette saison. 33e place, ils perdent même une place par rapport à la J5, donc vraiment vous voyez que c'est un deuxième tiers en stagnation où ils font 2 victoires, 1 nul et 2 défaites quand même. Que voulez-vous que je dise, c'est une saison très moyennasse. Ils sont à 17 points à l'issue de la 13e journée, donc ils ont quand même une belle victoire contre le PEG, mais derrière, voilà, ça perd contre Pedro, ça fait que match nul contre Manu, et derrière, regardez ce qui arrive. Poire Brico qui espère toujours se qualifier en play-off, et un Sebotono qui doit assurer sa place en top 8, surtout avec tellement de châtaignes et tellement de tacles chez les adversaires qui vont arriver. Je ne sais pas comment vont faire Arrête et Lady pour se qualifier en play-off. Là, ils sont à 17 points à l'issue de la 13e journée. Il leur faudrait 2 victoires ici pour essayer de se qualifier. Moi, je leur pronostiquais 22 points à l'issue de la 15e journée. 22 points, c'était 1 point de moins que ce qu'il fallait, à mon sens, pour se qualifier en barrage des playoffs. Je pense que ça ne le fera pas, là. Malheureusement, ça ne le fera pas. Donc, je pense me foirer dans mon pronostic final. Ils sont quand même sur le deuxième tiers. Malgré un deuxième tiers moyennasse, ils sont quand même meilleurs marqueurs avec 11 touchdowns de marqués. Ils ont quand même eu quelques matchs bien sympathiques, notamment le 5-0 contre Scarabée, rien à dire, et le 3-0 beau 3-0 contre Akhtar. Donc, mais après, voilà, vous voyez, il fait 3-0 contre Akhtar, et il perd 3-1 contre une pompe, contre une quiche pas possible, contre une quiche infernale. C'est voilà, une saison mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Et ils sont quand même, avec ce nombre de touchdowns de marqués, ils sont deuxième meilleure équipe la plus expérimentée, en tout cas deuxième meilleure la plus expérimentée sur le deuxième tiers avec 83 XP pris. On s'était dit que ça leur permettait pareil que certains coachs, d'être sur cette lancée-là pour bien finir la saison. C'est pas le cas, et ça va pas l'être malheureusement sur la fin de saison. Donc ils feront partie des grands perdants. À mon avis, ce seront les Skaven, pratiquement les seuls Skaven qui ne seront pas au moins en barrage cette saison. Et ça sent la Chocolate. Ça sent malheureusement la Chocolate pour la dernière saison d'Eddie à la Lutèce avant longtemps, parce qu'il nous reviendra, évidemment qu'il nous reviendra. Alors, en parlant des Skaven qui défoncent tout, qui sont qualifiés en play-off, on a évidemment l'équipe de Azrag et Sad Mortis. On s'y attendait pas à moins, honnêtement, on s'y attendait pas à moins. Bon, l'effectif est vraiment stratosphérique. Les joueurs, il y a 15 joueurs dans l'équipe. Pratiquement tout le monde, à part les 3/4 Skaven, tout le monde est complet, doublement complet aussi. L'équipe est complète. Non, saison parfaite, quasiment parfaite des Cheesehead.
Ils sont playoffables depuis la 4e journée, rien à dire. Là, ils finissent à la 15e place avec 18 points de prix. Moi, je leur pronostiquais 20, donc je leur pronostiquais même un peu mieux que ce qu'ils ont fait. Ils finissent à une 15e place, donc Barragis, ils étaient 18e, donc ils prennent 3 places au classement. Ils font 2 victoires, 3 nuls et 0 défaites. Ils sont invaincus, ils sont invaincus depuis très, 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 très longtemps. Là, pareil, le 4e tiers, il est abordé, mais voilà, c'est là où on voit les grands joueurs, c'est que le 3e tiers, pas le 4e, le 3e tiers. Le 3e tiers, il est maîtrisé, mais bien comme il faut. Et en plus, avec un petit peu de chance, parce que les adversaires qu'ils ont rencontrés en 3e tiers, c'était largement prenable par eux. Bon, reste leur fin de saison. Attention à la fin de saison quand même. Vous voyez bien, Garden, puis Nikape le propre. Ça va se jouer là. Le top 8 va se jouer là. Est-ce qu'ils vont bien aborder ces 2 matchs qui leur restent ? Tout va se jouer là pour eux en fait. Tout va se jouer là pour eux. Ils sont déjà à 27 points, donc magnifique. Ils sont 8e, donc ils sont dans le top 8, mais il faut qu'ils abordent ces 2 matchs qui restent avec toute la confiance et toute l'expérience qu'ils ont. Il faut qu'ils les gagnent ces matchs pour être dans le top 8. De toute manière, je leur pronostiquais que 25 points, moi. Donc je suis déjà en dehors des clous, out of the road, comme on dit, off-road. Donc de toute manière, c'est un plus. Tout ce qu'ils feront, c'est un plus pour eux par rapport au pronostic, par rapport à ce que les bookmakers envisageaient. Ils sont dans les meilleurs marqueurs sur le 2e tiers de la saison avec 10 touchdowns marqués. Et étrangement, ils sont 2e meilleur passeur aussi sur le 2e tiers avec 7 passes réussies. Bon, ils essayent un peu de faire la passe, mais j'ai pas beaucoup d'autres stats à vous donner par rapport à eux parce qu'encore une fois, c'est une équipe, on voit qu'ils la maîtrisent, c'est-à-dire qu'ils font un effectif, il n'y a pas de star, il n'y a pas de véritable star, ils font un effectif vraiment très optimisé où tous les joueurs évoluent à peu près de la même manière. Donc, franchement, ça peut aller loin, ça peut même aller très loin en play-off. Tout dépendra, est-ce qu'ils sont dans le top 8 ou est-ce qu'ils seront malheureusement en barrage pour eux. Tout dépendra de ça, donc tout dépend, c'est à eux de jouer, tout dépend de ce qu'ils vont faire sur la J14, J15. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'ils sont en vacances, loin de là. Alors Bozo maintenant, Bozo toujours en lutte acharnée pour les barrages. À mon avis, le top 8 c'est déjà mort, mais il lutte pour les barrages. Le problème, c'est que l'équipe, elle se fait dégommer. Elle se fait dégommer petit à petit. Il fait partie des joueurs les plus blessés, malheureusement pour lui. Après, il ne fait pas une saison mauvaise. Il est déjà à 22 points à l'issue de la 13e journée. C'est pas mal. Il lui manque, on va dire, 2 points pour être sûr d'être en barrage. Le top 8 est déjà fini. Mais les barrages, c'est largement faisable. Il finit donc à 16 points à l'issue de la 10e journée. Moi, je lui pronostiquais que 14 points. Vous voyez, l'évolution, elle va dans tous les sens. C'est les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. Il finit à la 19e place, donc barragiste, il était que 26e, donc sous la ligne de flottaison à l'issue de la 5e journée. Il gagne quand même 5 places, c'est pas mal, avec 3 victoires et quand même 2 défaites. Donc vous voyez que, bon, il est dans le positif, mais il y a quand même 2 défaites ici contre Manu en J6 et juste derrière en J7 contre et Funny Valentine, donc quand même des adversaires pas faciles. Et après, quand même, sur le 3e tiers, il maîtrise. À part cette défaite étonnante, mais quand même, on pouvait s'y attendre contre l'Aertis. Après, il assure quand même. Victoire contre moi-même, 2e journée. Alors, avec beaucoup de chance, énormément de chance pour Bozo. Énormément, je ne rentre pas dans les détails, mais c'était une honte ce match. Et après, il capitalise avec un beau 3-1 contre Fracas. La difficulté, le gros match où tout va se jouer, ça va être celui-là. Le match le plus long de l'histoire. Le match du Blood Bowl qui va durer le plus longtemps. Le match jusqu'au bout de la nuit et au-delà, dans les abîmes des enfers. Akhtar contre Bozo. Les paris ne sont pas sur qui va gagner, qui va perdre. Les paris sont sur combien de temps le match va durer. Moi, je mise sur à peu près 8 heures. À peu près 8 heures. À vous de me dire si ce sera plus ou moins. Moi, 8 heures, moi je dis, c'est une petite moyenne. Ça devrait faire comme ça, 8 heures, à mon sens. Ils vont commencer à 14 heures, ça va finir au bout de la nuit. Ça fait 8 heures, évidemment. Et c'est un match à suivre, mais à petite dose. À petite dose quand même. Honnêtement, il est à 22 points. Là, il y a un match contre Wallord qui peut gagner. Il sera peut-être à 25
ou s'il fait 2 matchs nuls, 24 points. Moi, je lui avais pronostiqué 24 points. On va rester là-dessus. On va peut-être compter sur 2 matchs nuls ici et ici. 24 points, c'est vraiment la limite pour être en barrage. Ça va le faire. Ça va le faire. À mon avis, ça va le faire pour Bozo, les barrages. Après, l'équipe, il n'y a pas grand-chose. Hein. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Elle est défoncée. Et elle n'est pas... Ayant joué contre elle, je peux dire qu'elle n'est pas sur-efficace. Hein. J'ai connu des Skaven plus efficaces. J'ai joué pas mal de Skaven cette saison, donc elle n'est pas très efficace. Elle est très prenable, son équipe. J'ai joué 4 Skaven. J'ai joué Nabolo, j'ai joué Bud, j'ai joué Red Lady, donc je peux en parler. C'était peut-être l'équipe contre laquelle j'ai le moins... Même si j'ai perdu, c'était l'équipe contre laquelle j'ai le moins flippé parce qu'il n'y a pas grand-chose en face. Hein. Ça joue beaucoup sur la vitesse des coureurs d'égout. Mais il n'a rien pour venir vous contrer. Tout simplement. Voilà, il fait un one turn et c'est comme ça qu'on gagne. Allez, on passe à Bud Milka, on passe à l'équipe qui a encore moins de comp et encore moins évolué que celle de Bozo. Et pour cause, c'est la plus grande victime du championnat, celui qui se fait défoncer ses joueurs le plus. Et dans la peau de Jérôme, on aime bien l'accrocher au-dessus de la cheminée finalement. Le président, on l'aime tellement qu'on lui donne et surtout on lui donne des coups de poing à ses joueurs. Et bien sévère, hein, bien sévère. Malgré tout, malgré cela, il est déjà à 25 points, donc il est déjà barragiste. On peut dire officiellement qu'il est barragiste à l'issue de la 13e journée. Et il a été playoffable tout le long de la saison. Malgré l'adversité. Il finit à une 8e place avec 20 points à l'issue de la 10e journée, donc bravo. Moi, je lui pronostiquais 23 points, je le voyais un petit peu mieux, mais bon, l'adversité était là. Il fait 3 victoires et 2 défaites sur le deuxième tiers. Il finit à 8e place, donc il fait quand même 3 places de mieux qu'à l'issue de la 5e journée, qu'à l'issue du premier tiers de la saison. Donc pour l'instant, il était dans le top 8. Malheureusement, ça baisse un petit peu sur le 3e tiers. La faute à une adversité quand même étonnante. Il fait que match nul contre Buckler et Yaouch, donc là voilà, il fait une victoire et 2 nuls, c'est étonnant. Le deuxième nul, même contre Chouf, on s'y attendait pas. Après, il a quand même des matchs très abordables pour lui. Moi, je pense qu'il a 25 points et je pense qu'il peut faire plus, qu'il peut faire mieux. Est-ce qu'il arrivera à accrocher le top 8 ? Faudrait qu'il gagne les 2 matchs là qui restent. Je dis pas que ça va être simple, surtout contre la Blatt et Imuser, qui sont des joueurs hyper violents, qui voudront lui défoncer l'équipe. Et Bud Milka, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il assure les barrages et qu'il assure surtout la protection de son équipe pour ne pas se faire dégommer encore plus que ce qu'il s'est fait dégommer ? Donc, comme je disais, il est la plus grosse victime dans le tableau des chasseurs. Il est la plus grosse victime de la saison avec déjà 675 000 points de joueurs d'éliminés. 675 000 points de joueurs d'éliminés, c'est énorme. Même s'il est parmi les meilleurs chasseurs, il est 7e meilleur chasseur, donc il rend l'appareil quand même. Avec notamment une bête de Nurgle de fracasse de chassé. Il a 525 000 points de joueurs adverses de chassé. Donc bravo. Mais bon, vous voyez qu'il est déjà sorti du top 8. Et je ne pense pas que on regarde l'adversité qui va y rentrer. Moi, je lui donnais 35 points à l'issue de la saison. Donc je me suis quand même trompé. Je pensais qu'il allait mieux assurer ici le 3e tiers. Je pensais qu'il allait gagner contre Buckler Yaouch, qu'il allait gagner contre Chouf. La victoire contre Fracasse, elle était quand même facilement estimable. Bon, après, encore une fois, l'effectif, il est en barrage, mais l'effectif, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose, donc il va compter évidemment sur sa science du jeu. Mais est-ce que ce sera suffisant ? À mon sens, pas. Ce ne sera pas suffisant pour aller loin en compétition cette année pour Bud. Imperator Day maintenant. Imperator Day, le coach Skaven étonnant grâce à son monstre, à Vorax, le rat ogre qui a 17 sorties déjà de réaliser, blocage, griffe, Jaggernaut. Attention à la bête, et surtout Imperator Day, c'est le 2e meilleur sorteur du championnat. Il est 2e pour l'instant à l'issue de la 10e journée au prix du Bachelor avec 28 sorties de réaliser. Alors ça va jouer entre lui, Bosk et Mamet qui revient très bien, mais attention à Imperator Day, étonnant Skaven qui compte sur la violence. Il compte pas sur la vitesse, si quand même, mais il compte sur la violence. Pareil, magnifique saison pour Imperator. On sait que c'est un super joueur. Évolution parfaite. Il est dans le top 8 aujourd'hui. Il a toujours été
parmi les playoffables, parmi les barragistes. Il finit la J10 à une très belle 13e place. C'est quand même 3 places de moins que à la fin du premier tiers. Faute à une deuxième partie de saison très moyenne, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites quand même. C'est pas génial. Faut se l'avouer, on attendait un petit peu mieux quand même. Mais bon, il a maîtrisé, il y a rien à dire. Et surtout, il aborde très bien le troisième tiers. Le Money Time, c'est là que on voit que c'est un bon joueur parce qu'il capitalise dans le Money Time. Il gagne contre le Duck, il gagne contre Baba Yara, qui sont des adversaires directs pour les barrages et pour les playoffs. Donc voilà, il les met dedans, il leur met la tête dedans. Après, une petite victoire comme par hasard, même une belle victoire comme par hasard contre son pote Aplo. Moi, je dis... Il y a peut-être eu des valises, des billetasses qui ont circulé sous la table. Je dis ça, je lance ça comme ça. Il n'y a pas de preuve, je sais bien. Diffamation, je sais, je prends sur moi. J'ai dit peut-être. J'ai pas dit sûr, j'ai dit peut-être. Hein. Et non, il maîtrise sa fin de saison. Et derrière, ça va être assez facile. C'est pas Scarabée ou Courchevel qui vont arrêter Vorax 13, honnêtement. Il va faire un carton plein, à mon sens, d'ici la fin de saison. Moi, je lui pronostiquais 30 points. Il est déjà à 28 points à l'issue de la 13e journée. Donc, je pense que mon pronostic, il va voler en éclats. Sauf si Scarabée ou... Pourquoi pas, Courchevel étonnamment gagne contre lui. Parce que c'est vrai, il est déjà dans le top 8. Même avec une victoire, il sera, à mon sens, dans le top 8. Donc, est-ce que sur le dernier match, par exemple, contre Courchevel, tous les gobs, agresseurs, etc., il ne sera pas plutôt là à protéger son équipe pour les playoffs que de vouloir gagner ? Même si je connais le compétiteur qu'il est, je pense qu'il fera tout pour dégommer l'adversaire. Hein. C'est comme ça que ça joue et il a raison. Je sais pas. Hein. Moi, j'ai connu par le passé des joueurs qui, sur le 15e match, mettaient leurs joueurs stars sur le banc tout le match, hein, juste pour les garder pour le playoff. Hein. Ça, c'est déjà vu. Et c'est une tactique qui est tout à fait honorable. Pourquoi pas. On verra ce qu'il fait. Je répète, il est quand même pour l'instant, le deuxième meilleur sorteur du championnat. Donc, étonnante équipe Skaven qui peut faire du dégât, qui peut aller loin en playoff. Attention, il sera dans le top 8 à mon sens. Et vu comment il joue, vu son expérience de jeu, son style de jeu et la chance quand même, parce que faire autant de sorties en Skaven, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce qu'il risque pas d'aller loin? Est-ce que ça va pas être l'étalon noir, le cheval noir de la saison? Peut-être une belle surprise. Attention à Imperator Day. Enfin, dernier Skaven, mais pas dernier au classement, Nabolo. Nabolo, saison parfaitement maîtrisée, équipe très bien évoluée, très bien expérimentée. Pareil, avec un effectif très stable. Mis à part les 3 quarts, il manque peut-être un petit peu de compétences, mais... Voilà, saison très bien maîtrisée. Il finit quand même le deuxième tiers à 22 points. Moi, je lui pronostiquais 21 points, donc j'étais vraiment dans le bon. Je pensais évidemment qu'il allait faire ça. Vous voyez qu'il a été playoff-up tout le long de la saison. Il finit à une 7e place à l'issue de la 10e journée. Il gagne 6 places par rapport au premier tiers de la saison. Il fait quand même 4 victoires sur le deuxième tiers et une petite défaite. Bon, contre Nick Appel propre, donc on pouvait s'y attendre. Il a surtout évité ici le grand drame, se faire défoncer son équipe. Donc il a maîtrisé de bout en bout. Il est déjà à 27 points avec évidemment un deuxième tiers, un troisième tiers, pardonnez-moi, maîtrisé comme il faut. Voilà, il assure contre des gros coachs, Scripting Kiss ou même là Asmogi et Pagnol. Il fait des nuls, il gagne contre Johnny. Et puis derrière, surtout, il n'y a rien pour l'arrêter. Honnêtement, c'est pas Pixman ou Alchemy Pork qui vont lui faire des dégâts, qui vont lui faire mal. Franchement, voilà, il maîtrise. Le grand compétiteur qu'il est, sait qu'il est fort. Il est en play-off. Il est à 27 points. Il lui faut les 2 victoires ici. Moi, je pense que c'est faisable. Je pense que je lui avais pronostiqué 33 points à l'issue de la 15e journée. Je pense qu'il va les faire. Il va faire 2 victoires ici contre Pixman et contre Alchemy Pork. Il est quand même 2e meilleur marqueur du championnat avec 21 touchdowns de marqués à l'issue de la 10e journée. Hein. Il est 2e meilleur public avec 8000 supporters par match en moyenne. Il est de la 2e équipe la plus expérimentée. Ça ne se voit pas comme ça, mais il est la 2e équipe la plus expérimentée avec 151 XP à l'issue de la 10e journée. Hein. Là, il est déjà à 166. Et il est quand même, malgré le fait qu'il joue Skaven, il est 8e meilleur chasseur avec 465
1000 points de joueurs de chassé avec ici un magnifique blitzer, châtaigne, tacle garde et le Raogre aussi, blocage, esquive en force. Donc attention au Raogre qui esquive sur du 3+. Ça joue beaucoup là-dessus, sur la surprise de l'esquive du Raogre aussi. Attention à ça. Et puis surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. L'abus de Bomber. L'abus de Bomber, c'est incroyable. Le bureau, faut faire quelque chose. Faut m'interdire ce type, ou en tout cas limiter la surabusation de Boomer tout au long de la saison. Il maîtrise sa team value pour jouer Boomer. Il va jouer Boomer évidemment en playoff. Vous voyez, il est à peu près à 50 000 points de moins que la moyenne des autres coachs Scaven. C'est exactement le prix du Bomber. Donc, est-ce qu'il va chambouler les playoffs ? Il y a des chances. Encore une fois, je répète, c'est le deuxième le plus expérimenté de la saison pour l'instant avec 151 XP sur l'équipe à la fin de la J10. Donc attention à lui. Attention quand même à Nabolo. Pareil, ça peut aller très loin à Scaven. J'avais dit en début de saison que les Scaven allaient surperformer sur tout au long de la saison et qu'ils allaient faire des dégâts en playoff. Là, on a un beau spécimen avec Nabolo. C'est la même chose pour Imperator Day. C'est la même chose pour Azroag et Slade Mortis. Attention à ces adversaires-là en playoff. On passe aux Amazones avec Garden. Le grand champion qu'il est doit venir en premier naturellement. C'est plus compliqué pour Garden cette saison, même si il est toujours en lutte. Il est toujours en lutte, mais on va voir que ça va pas être simple. L'équipe s'est fait quand même dégommer et il n'y a pas grand-chose. Comme vous verrez par rapport aux autres effectifs, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien, quoi. Il y a une blitzeuse Piranha avec 8 de move et derrière très peu de comp. Faute à une équipe défoncée tout simplement. Il finit à 16 points à l'issue de la 10e journée. C'est pas génial. Vous voyez qu'il a été à peine playoffable, même si par rapport à la 5e journée où il était 45e, il était au fond du trou. Il a commencé sa remontada habituelle. Maintenant, on est habitué. Et il a fini playoffable à l'issue de la 10e journée. Il a fini playoffable à la 10e journée. Moi, je lui pronostiquais que 15 points. Il finit à 16 points. Donc à peine mieux que ce que je pronostiquais. On peut dire que j'étais dans le bon. Il gagne quand même 19 places. C'est un de ceux qui a gagné le plus de places au classement par rapport au premier tiers de la saison. Donc c'est vraiment la remontada habituelle de Garden. Comme chaque saison, il fait 4 victoires et un nul et une défaite seulement sur le deuxième tiers. Donc voilà, le champion qu'il est, sait jouer, sait mettre la pression à ses adversaires et sait redresser la barre quand il faut. La difficulté, c'est que le troisième tiers, il pêche un peu. Ça pêche. Faute d'expérience sur ces joueuses. Alors, il n'a pas encore joué sa J13. On va voir ce qu'il va faire contre Poire-Abricot. Ça va être le match à suivre. Pour l'instant, il est à 2 nuls. Donc, il est à 18 points. Donc, par rapport aux autres coachs, on ne peut pas encore dire parce qu'ils ont tous joué leur 13e journée, sauf lui et Poire-Abricot. Il est à 18 points. Il faudrait qu'il fasse 24-25 points. C'est encore faisable. Théoriquement, c'est encore faisable pour qu'il soit barragiste. Ce serait énorme quand même, alors qu'il était 45e à l'issue de la 5e journée quand même. La difficulté, c'est ça. C'est la suite. Poire-Abricot, comme je disais, qui lui aussi espère se qualifier en barrage et qui a une équipe d'ogre juste contre laquelle Garden, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Et après, Azroa, Slade Mortis et Zaiko. C'est peut-être la pire fin de saison de tous les coachs lutétiens, la plus relevée. La fin de saison la plus relevée, elle est pour Garden. Et j'ai bien peur que les 25 points que je lui pronostiquais ne soient atteignables que sur le papier, malheureusement. Il est quand même le pire sorteur du championnat avec 7 sorties seulement de réalisées. Bon, il a subi aucune agression, ce qui est étonnant pour des Amazones. On va dire qu'on respecte le champion. Mais il est parmi les pires destructeurs aussi, à égalité avec Aplo, avec 8 destructions, c'est-à-dire qu'il a fait une agression et 7 sorties. 7 sorties en 10 matchs, parce que sur les stats comme ça, je ne visualise que jusqu'à la 10e journée. Ça va être très 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 dur. On voit que ça y est, J13, bon, il n'a pas encore joué son match, mais il est pour l'instant sorti des barrages sur le papier. Il faut vraiment qu'il gagne ces 3 matchs, ou au moins faire 2 victoires et un match nul pour espérer être en barrage. Mais vu l'adversité, ça risque d'être très compliqué pour lui. Par exemple, un Imuserg, comparé l'effectif d'Imuserg à celui que je vous ai montré tout à l'heure de Garden, on voit qu'il y a juste peut-être 2 voire 3 fois plus de compétences acquises. C'est juste hallucinant.
Par contre, Imuserg, lui, il n'y arrive pas. Même avec une équipe si bien évoluée, si bien expérimentée, il n'y arrive pas du tout. Alors, on va dire que lui joue le prix du Crampon d'Or. Il est premier pour l'instant au Crampon d'Or. Mais par rapport à Garden, c'est le jour et la nuit. Il finit à une 41e place seulement à l'issue de la 10e journée. Il perd donc 3 places par rapport à la J5. Il fait 2 victoires et 3 défaites quand même sur le deuxième tiers. Il finit à 11 points seulement. C'est exactement le nombre de points que les pronostics lui donnaient. Donc les pronostics étaient dans le bon. Mais bon, c'est un deuxième tiers de la saison vraiment très, très, très raté. Il est à l'issue de la 13e journée, il est 45e déjà. Donc il a encore perdu. Il est à 14 points seulement. Vous voyez qu'il y a une victoire contre Crouch et après c'est des défaites contre du gros coach, mais c'est des défaites quand même sèches, 2-0 à chaque fois. La fin de saison est quand même difficile. Bud Milka qui lutte pour les playoffs et pour Abrico aussi, qui vont pas laisser une miette à Imuserg. Alors Imuserg, il est là pour jouer le crampon, hein, on est d'accord. Il a 15 agressions réussies. Pour l'instant, il est crampon d'or. Il peut même réussir, espérer finir meilleur cramponneur de l'histoire des saisons régulières de la Lutèce. Donc il faut qu'il compte là-dessus. Il est 3e meilleur destructeur avec 32 points de joueurs d'éliminés. Et il est 3e meilleur chasseur avec 635 000 points de joueurs d'éliminés. Donc lui, il compte sur la violence de ses Amazones. Ce sera évidemment la Chocolate. Par contre, en Chocolate, avec une équipe comme ça, avec un effectif comme ça, ça peut aller très très loin. Donc malgré tout, c'est une saison quand même ratée. Parce que encore une fois, avec un effectif pareil, il aurait pu espérer mieux qu'une 40e place, finir de l'anonymat au fin fond du classement. À mon avis, c'est pas ce qu'il espérait. Même si, encore une fois, si c'est le Crampon d'Or qui voulait, eh bien ça, oui, ça, il est en course. Attention quand même à Bosque et à Bozo qui reviennent comme des chiens, furax, mais pour l'instant, il est dans le bon, il est dans le vrai. S'il veut être cramponneur, pour sa première participation à la Lutèce, s'il veut être meilleur cramponneur, c'est encore largement faisable. Bon, Nick Appel propre. Hein. Nick Appel propre, là j'ai beaucoup de choses à dire. C'est encore une fois, à chaque fois qu'ils jouent ensemble, c'est le drame pour les adversaires. L'équipe est injouable. L'effectif est juste stratosphérique. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je vous montre juste l'évolution. Ils sont premiers depuis la J3. Voilà. C'est pire que le PSG en Ligue 1. Ils finissent à 30 points à l'issue de la 10e journée. Je leur pronostiquais moins. Je leur pronostiquais 28 points parce que l'adversité était là. Si on regarde bien, il y avait quand même du gros coach en face. Ils font 5 victoires. Rien n'affiche. Nous, les gros coachs, on leur marche dessus. Les Arade Lady, les Pedro Larraine, les Nabolo, on leur marche dessus. Rien à dire, rien n'affiche. On les écrase et on continue de les écraser sur le 3e tiers, que ce soit les orques de la Blatte, que ce soit Martoni et Luix, on respecte personne, on dégomme les petits jeunes comme Johnny, rien n'affiche. Bon, il reste la question de savoir est-ce qu'ils arriveront à faire 15 victoires en 15 matchs. L'adversité est là quand même. Hein. C'est Botuno, puis Azrag, les Stade Mortis. En réalité, ça ressemble à 2 finales. Ça ressemble déjà à des playoffs. Alors, des playoffs non éliminatoires pour eux. Mais ça va être 2 beaux entraînements pour les playoffs. On va dire qu'ils sont déjà en 32e de finale. Hein. En 32e de finale, mais non éliminatoire. Parce qu'après, au niveau de l'effectif, au niveau des stats, mais c'est juste hallucinant. Quand ils jouent, je vous dis, il y a une faille, il y a une distorsion temporelle qui se fait, qui fait amener des démons de l'autre monde sur le terrain. C'est pas des Amazones, c'est des démons qui dégomment tout sur leur passage. Ils sont invaincus, encore une fois, en saison régulière. Ils ont tout gagné. Ils sont meilleurs marqueurs. À l'issue de la 10e journée, 23 touchdowns de marqués en Amazon. Meilleure défense, 4 touchdowns d'encaissés seulement. Meilleure attaque, meilleure défense. Voilà, tout simplement. Même s'ils sont deuxième plus agressés, 8 agressions de subi. Donc on leur marche quand même sur la tranche. Et malgré ça, on n'arrive pas à les battre. Ils sont les deuxième équipe la plus riche avec une moyenne de 80 000 pièces d'or d'engranger par match. Donc ils ont de quoi voir venir. Ils ont même dégagé des joueuses des 3 quarts qui avaient trop évolué. Ils se permettent le luxe de dégager des joueuses gratos comme ça.
Allez, je vous le donne, ça, on les dégage. Et ils sont deuxième meilleur destructeur en Amazon avec 34 points de joueurs adverses détruits sur les 10 matchs joués déjà. Et évidemment, c'est l'équipe la plus évoluée jusqu'à la J10 et même au-delà. Ils étaient à 158 XP à l'issue de la 10e journée. Ils sont à 203 maintenant. 203 XP. Allez, n'en jetez plus, c'est bon. Reste à savoir jusqu'où ils iront en play-off. Rappelez-vous, il y a deux saisons, la malédiction avait frappé. La malédiction qui fait qu'aucun coach invaincu sur une saison régulière n'a su remporter le championnat de la Lutèce. Il y a 2 ans, avec leurs orques, ils se sont arrêtés en demi-finale. Est-ce que cette année, la malédiction frappera encore ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. En tout cas, on ne leur espère pas. On espère pour eux, parce qu'on n'est pas des méchants, qu'ils iront le plus loin possible. Mais bon, à mon avis, les coachs adverses voudront surtout, comme on est traditionnaliste à la Lutèce, les coachs adverses voudront que la malédiction continue, évidemment. Tout est entre leurs mains, tout est dans leur cerveau et tout est dans leur dé. Leur dé, c'est quand même bien avec eux. Hein. En tout cas, jusqu'à la J13, ils étaient bien avec eux. On verra. J14 et J15, ça va être hyper intéressant de les suivre parce que ça va être de très, 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 très gros matchs. C'est l'odeur de la Ligue des Champions avant la Ligue des Champions, on va dire ça. C'est Botono et Azreg et Slad Mortis. C'est le parfum de la Ligue des Champions avant celle-ci. On passe à Chouf maintenant. Chouf, belle petite équipe, mais Chouf nous déçoit un petit peu. Hein. L'équipe est magnifiquement évoluée aussi. Mais au niveau des stats, au niveau de la progression, c'est pas génial. Il avait fait illusion quand même pendant longtemps, puis ça s'est effondré sur la fin du deuxième tiers et surtout le début du troisième tiers. Il finit à une 31e place, honorable 31e place. Il avait fait 14 points à l'issue de la 10e journée, toujours en course pour les barrages. Je lui pronostiquais quand même mieux, je lui pronostiquais 16 points parce qu'elle est quand même moyenne. Hein. Ce deuxième tiers. Il était à une 22e place au classement à l'issue du premier tiers. Il était playoffable, il perd quand même 9 places. Hein. 9 places, c'est quand même beaucoup. Il fait juste une victoire, malheureusement, sur le deuxième tiers. 2 nuls et 2 défaites. C'est pas génial. Hein. Alors il se rattrape un petit peu, mais c'est pas non plus la folie sur le troisième tiers. Et vous voyez que sur le troisième tiers, ça s'effondre. Il est à 1, 2, 3, 4 matchs nuls déjà. 4 matchs nuls en 4 journées. 4 matchs nuls, c'est largement insuffisant. Il lui faudrait une victoire. Mais il peut l'obtenir contre Crouch ici, mais ce sera insuffisant. Aujourd'hui, il est à 18 points. Même avec une victoire, ça lui donnerait 21 points. C'est insuffisant pour être en barrage. Donc c'est déjà la chocolate malheureusement pour lui, faute à cette fin de saison vraiment en un peu. Alors il la maîtrise, mais en autre boudin, parce qu'il aurait fallu qu'il gagne au moins un des matchs ici, des 4 matchs déjà joués. Il aurait fallu qu'il le gagne. Au niveau des stats, j'ai pas grand chose à dire, sinon qu'il fait une belle interception. C'est un des rares qui a fait une interception, mais il l'a faite, contre Fracasse notamment. Enfin, surtout contre Fracasse. Donc vous voyez que voilà, il est sorti des barrages et il y reviendra pas malheureusement. Donc c'est la chocolate. Alors en chocolate, il peut créer la surprise parce qu'encore une fois, l'effectif est très très bien compé, très très bien compé. Et puis les Amazones, dans les matchs à élimination directe, on sait qu'elles sont là. C'est un tournoi, c'est un roster de tournoi. Donc là, on part sur un petit tournoi chocolate. Donc ça peut aller très loin quand même. Hein. Et enfin, Sobek en Amazon. Alors ça, c'est le coach qui nous étonne, qui est quand même pas mal sur le deuxième tiers de la saison. Équipe un peu moins quand même compé qu'un Chouf ou qu'un handicap le propre naturellement. Par contre, il performe bien avec. Incroyable, ces résultats. Il est déjà à 23 points à l'issue de la 13e journée. Donc il est à 1 point, on va dire, des playoffs, voire il est en playoff à 23 points, ça pourrait être suffisant. Vous voyez qu'il est playoffable quand même depuis la 13e journée, donc 3e journée. Donc bravo à lui. Il finit à une 17e place le deuxième tiers. Il perd 3 places quand même. Hein. Donc c'est un deuxième tiers en maîtrise. Il finit à 18 points la 10e journée. Je lui pronostiquais 20. J'étais pas loin, mais on va dire que j'étais trop haut par rapport à ce qu'il a fait. Il fait 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Donc vraiment un deuxième tiers en maîtrise.
Et puis le troisième tiers, il le maîtrise aussi. Hein. Il le maîtrise très bien. 2 nuls, une victoire. Et une belle victoire contre Dritz ici. Hein. Donc 2 nuls, une victoire magnifique. Il maîtrise bien. On sait que pour les Amazones, plus la saison avance, plus c'est compliqué. Je pense qu'il peut faire sans problème 25 points. Il reste quand même deux matchs, dont un très 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 gros match contre Levi Dulac ici. Il peut gagner contre Yeti Six. Il peut faire, honnêtement, même s'il perd contre Olivier, c'est pas grave. Il est à 23 points. Il peut faire 25-26 points sans problème. Soit 2 matchs nuls, soit une victoire contre Yeti. Le prono, c'est 25 points, donc il sera en barrage, c'est sûr, c'est évident. Il ne sera pas en top 8, mais il sera en barrage. Il est, au niveau des stats, il est le meilleur public de la saison. 8100 supporters en moyenne par match. Énorme stat. Bon, là, vous voyez que ça a un peu baissé, mais parce que ça prend, là, les statistiques, ce tableau de statistiques, il prend les 15 journées, donc forcément, ça baisse. Hein, mais ce chiffre-là évoluera naturellement. Hein. Écoutez, quand Duda vous dit qu'il a 8100 supporters par match en moyenne, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, c'est pour l'instant le meilleur public de la saison. Il est en barrage, c'est sûr. Et voilà. Après, l'équipe, à mon sens, elle n'est pas suffisamment évoluée pour aller très loin en compétition. Malgré tout, c'est évidemment une saison déjà réussie pour Sobek parce que ce qui comptait, pour lui, à mon sens, c'est se qualifier en barrage et après, advienne que pourra, naturellement. Advienne que pourra, mais déjà une saison parfaitement réussie, parfaitement maîtrisée pour Sobek. Voilà, j'en termine là cette première partie de l'analyse individuelle avec déjà ces quelques rosters où il y a énormément de représentants. On fera la suite juste après. Naturellement, ça suivra, mais il ne faut pas que ce soit des vidéos trop longues non plus, les enfants. Donc, on fait étape par étape, partie par partie. Ça viendra, ça va venir très vite, ne vous inquiétez pas. Là, on a vu les gros rosters. On va voir encore quelques rosters pléthoriquement représentés, les morts-vivants, les nains du chaos, les slans. Et puis après, on passera à ceux qui sont un petit peu moins représentés, évidemment. La suite arrive très très vite. À bientôt les gars, dans l'After Lutèce. À très bientôt. Salut tout le monde.